Bonjour Pierre de Jong. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Je le disais donc, des frappes massives qui touchent l'entièreté du territoire ukrainien. Si l'on regarde la localisation géographique, ça touche à la fois Kiev, Kharkiv, Dnipro, Odessa. Il y a au moins 4 morts à Lviv dans l'ouest, le nord-ouest du pays. Ce sont principalement des infrastructures énergétiques qui sont touchées. À Kiev, les autorités viennent de communiquer pour dire que 40% des usagers sont privés d'électricité et de chauffage. La centrale de Zaporizhzhia, on y reviendra, est occupée par les Russes et coupée du réseau. Donc ce matin, pourquoi ces frappes? Pourquoi maintenant, à votre avis? D'abord, ce que je pense, c'est que les Russes pratiquent de façon relativement régulière, si vous voulez, ce qu'on appelle la guerre de la profondeur, et donc ils le pratiquent depuis le début de la guerre, entre autres depuis le mois de mars. On va dire, montrer qu'ils peuvent toucher loin dans le territoire ukrainien. En fait, ils ont une action qui est double, une action de première ligne quelque part, de front. C'est à Bakhmout, etc. C'est sur la frontière et sur le Dniepr. Et puis ils ont des actions de la profondeur. Et là, on voit sur la carte effectivement, Pierre de Jong, à l'écran, qu'on n'est pas uniquement du côté du front et de la frontière. On est vraiment sur, y compris l'ouest, y compris le sud, très loin des frontières russes. C'est une théorie américaine qui s'appelle le Airland Battle. En fait, on détruit les infrastructures, on détruit les réseaux logistiques, on détruit les postes de commandement. En fait, on désorganise. Ça, c'est une logique. Ça, c'est la partie, je dirais, tactique. C'est la vision, je dirais, purement militaire et qui est efficace parce qu'en fait, ça terrorise les populations. On est en plein hiver, etc. Donc, il n'y a pas de chauffage, etc. Donc là, il y a vraiment un effet immédiat. Par contre, il faut le voir également du point de vue doctrinaire. Enfin, et c'est le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui les Russes, si vous voulez, ont une doctrine globalement qui vient d'un chercheur, un ancien militaire à l'issue de la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Sviatchin, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Stratégie, dans lequel il définit, si vous voulez, les modes d'action. Et on voit que se dégage de cette pensée stratégique et politique, surtout stratégique, à la Clausewitz quelque part, entre guerre absolue, guerre totale, il se dégage 2 modes d'action principaux. Le premier, c'est la guerre d'anéantissement. Le deuxième, c'est la guerre d'attrition. Et on voit très bien que la guerre d'anéantissement, en fait, guerre d'usure, quoi. On essaie exactement. Et là, ils sont l'adversaire. une guerre d'attrition. Et la guerre d'attrition, en fait, elle a quelque chose d'incroyable. En fait, c'est qu'on ne s'arrête jamais. Et quelque part, en fait, les Russes se sont mis sur un modèle, si vous voulez, je dirais, pas éternel, en tout cas sur un modèle de long terme. Alors, il y a quand même un point qui interpelle, c'est le calendrier. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'avait pas vu ces images sur Dnipro, sur Kiev, sur toutes ces villes symboliques, emblématiques du pays qui ont incarné une forme de résistance depuis un an. Je vous posais la question, pourquoi maintenant? Est-ce que ça veut dire que les Russes, tout simplement, ont à nouveau des stocks de munitions, de missiles suffisants? Parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur leur capacité à frapper. On a beaucoup dit, y compris sur ces plateaux, ils n'ont plus les moyens de mener des frappes massives. Ce matin, preuve en est qu'ils le peuvent. Alors indéniablement, si vous voulez, il y a une arrière-cour en Russie qui est principalement chinoise. Alors ça peut passer par la Corée du Nord, parce qu'on voudra, mais bien évidemment, si vous voulez, aujourd'hui, la Russie achète massivement différents matériels, et principalement la Chine. Alors la Chine, bien sûr, va le dénier, mais il y a une base arrière qui aujourd'hui l'approvisionne. Pour une raison très simple, c'est que la Chine a besoin d'avoir une Russie qui s'occupe globalement de l'OTAN et de l'Europe et bien sûr des États-Unis. Donc il y a un intérêt, je dirais, il y a une connivence entre les deux. Le deuxième point, c'est que je pense qu'on va trop vite. Si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas juger aujourd'hui, et je pense que les gens qui réfléchissent à ces questions-là, si vous voulez, avancent des hypothèses qui sont invérifiables. Je veux dire, on n'en sait strictement rien. Ce qu'on sait, par contre... On ne connaît pas le stock réel et la capacité de production des Russes sur les missiles. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'origine, si vous voulez, les Russes ont toujours eu beaucoup de stocks. Parce que, encore une fois, dans cette fameuse doctrine d'attrition et d'anéantissement, il faut beaucoup d'artillerie. Et donc, dans leur logique, si vous voulez, militaire, il y a toujours beaucoup d'artillerie, beaucoup d'obus et beaucoup de stocks. Donc, encore une fois, il faut évaluer les stocks, mais encore une fois, on n'en sait rien, parce qu'encore une fois, ce que je pense, c'est qu'ils sont réapprovisionnés. Le deuxième point, c'est le quand, c'est le moment. Pourquoi aujourd'hui? En fait, le problème, si vous voulez, quand vous tirez des salves d'artillerie comme ça, ou des salves de missiles, ça implique des mises en place, ça implique des recherches d'objectifs, ce qu'on appelle le ciblage quelque part. Et donc ce ciblage, c'est une technique qui est extrêmement lourde à monter, en tout cas, c'est extrêmement technique, et donc il faut travailler là-dessus. Et ça s'improvise pas. On peut pas tirer tous les jours des salves de 100 missiles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont capables de le faire. Donc, ils ont fait... Vous dites salve, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu de dire on vise toutes les villes en même temps, pas un jour l'une, un jour l'autre. Exactement. Donc il y a une vraie logique, si vous voulez, d'étouffement quelque part de l'Ukraine. Et c'est une vraie stratégie. Enfin, encore une fois, c'est pas du tout le hasard. Et ça se prépare. Le deuxième point, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier ou pourquoi pas avant-hier? On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une crispation extrêmement forte autour de Bakhmout et autour, si vous voulez, de cette
de ce potentiel, comment dire, recul des Ukrainiens qui permettrait éventuellement, encore une fois, aux Russes de percer. Ce dont je suis pas du tout sûr, parce qu'ils ont mis quasiment 7-8 mois pour aller sur Bakhmut. On va en parler, parce que vous avez raison. Ils vont mettre un certain temps pour continuer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'il y a une espèce de crispation. Et peut-être aujourd'hui, c'est que, il y a deux hypothèses. Soit les Russes, aujourd'hui, cherchent à fossiliser ou à cristalliser le front quelque part en disant on fait des salves de missiles qui vont empêcher les Ukrainiens d'agir quelque part. Ou deux, on va profiter, on va exploiter cette espèce d'artillerie de longue portée. On va l'exploiter dès lors qu'on aura percé à Bakhmut. Oui, parce que c'est pas typiquement l'artillerie qui pourrait servir à Bakhmut même. C'est effectivement une stratégie aussi pour impressionner et déstabiliser l'adversaire ukrainien. Faut reconnaître que les Ukrainiens avaient vu le coup venir, parce que ça fait plusieurs jours qu'ils disent il y a beaucoup de navires russes en mer Noire. Et ce matin, ils affirment qu'une partie des missiles vient d'avions qui sont de bateaux qui sont dans la mer Noire, et aussi d'avions bombardiers. C'est une double technique utilisée par les Russes. Une partie vient de la mer, une partie vient des airs. Et puis une partie vient de leur lanceur directement. Donc en fait, ils utilisent les trois dimensions par la force des choses. Encore une fois, l'armée russe, c'est pas une armée de pacotille. Alors encore une fois, c'est une armée de blindaille, un peu de ferraille quand même. Il y a beaucoup de ferraille. Mais quelque part, je veux dire qu'ils sont pas des ignares. Et je pense que méconnaître ou ignorer, si vous voulez, les capacités de l'adversaire ou de l'ennemi, c'est une erreur. Et ce qui est très intéressant avec les Ukrainiens, c'est que je pense que les Ukrainiens ont tactiquement, je dirais, ils ont même stratégiquement, si vous voulez, ils sont doués, ils sont bons. On voit que depuis le début de la guerre, ils sont préparés, ils sont organisés, ils réfléchissent, il y a des logiques, et ça c'est vraiment très perturbant pour les Russes, qui aujourd'hui on considère que les Russes sont des joueurs d'échecs, mais on constate que les Ukrainiens sont également des joueurs d'échecs. En termes de portée, on le devine au bas de la carte, en dessous d'Odessa, c'est là que se situe la mer Noire, donc c'est vraiment la frange sud du pays. Depuis un bateau qui serait stationné en mer Noire, jusqu'où on peut frapper? Vous disiez en fait il y a la tridimension, depuis la mer, depuis les airs et depuis la terre. Est-ce qu'il y a une répartition géographique? Au sud, les bateaux, à l'est, les missiles positionnés depuis le sol. Est-ce que ça fonctionne comme ça ? Alors oui, c'est pour porter les engins. Ce genre d'engin porte entre 80 et 300 ou 400 km, sachant encore une fois que l'éventail de la missilerie ou des missiles potentiels russes est absolument considérable. On voit d'ailleurs que Poutine régulièrement présente des engins absolument incroyables qui font le tour de la Terre à des vitesses phénoménales. Donc si vous voulez, ils ont une palette de moyens de destruction qui est absolument considérable. Aujourd'hui, on est plutôt sur de l'opératif, sur du stratégique bas ou du tactique haut. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, ils vont utiliser l'ensemble de leurs moyens, bien sûr des bateaux en mer Noire, bien évidemment des avions et des missiles, je dirais, balistiques à partir, si vous voulez, des camions qu'ils ont. Ils ont toute une série de lanceurs, de vecteurs qu'ils ont, bien sûr, sur la frontière. Et ils vont tout utiliser. Tout ça bouge en permanence en plus. Pourquoi ? Parce qu'il est hors de question qu'ils se fassent détruire un bateau comme ça s'est passé au début de la guerre. Donc ils font extrêmement attention. Oui. Une salve de missiles et tout ça, après, ça ne pas être identifiable pour ne pas pouvoir être frappé en retour. Et puis ils ont vu que les Ukrainiens étaient capables de le faire. Alors on a vu en tout cas que les Ukrainiens sont à minima capables d'intercepter une partie des missiles. Ce matin, si l'on en croit les chiffres donnés par les Ukrainiens, sur les 81 missiles lancés par les Russes, 34 d'entre eux ont été détruits, interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne. À titre de comparaison, il y avait déjà eu une vague de frappe le 10 février. Sur les 71 missiles lancés à ce moment-là, les Ukrainiens disaient en avoir détruit 61. Le 10 février, c'était la quasi-intégralité. Là, on va dire que c'est une petite moitié. Comment vous jugez l'efficacité de cette défense antiaérienne ukrainienne ? Alors, elle est extrêmement, forte depuis le début de la guerre. Ils sont extrêmement bien dotés. Et puis, ils ont le top du top. Hein. Tous les matériels américains, les matériels français, je parle même pas du Crotard, etc. Mais enfin, encore une fois, ils ont une palette également totale, ce qui fait qu'aujourd'hui, le ciel ukrainien est interdit aux avions et interdit globalement à tout. Encore une fois, c'est pour ça qu'ils mettent des bateaux en mer Noire et qui vont tirer à partir de vecteurs roues ou bien des avions qui vont tirer à 200 ou 300 km. L'avion ne survole plus les territoires, donc il n'y a plus un avion, il n'y a plus un hélicoptère. Aujourd'hui, si vous voulez, le ciel ukrainien est totalement ukrainien. Et grâce, encore une fois, à cette espèce de démonstration, je dirais, permanente, en tout cas constante, si vous voulez, de présentation des matériels américains principalement, où là, on voit bien qu'il y a des modules, si vous voulez, de courte portée, de moyenne portée, de longue portée. Donc, encore une fois, l'ensemble de la palette le ciel, si vous voulez, est totalement couvert. Et ça, c'est très pénalisant, parce que quand on contrôle pas le ciel, on peut pas dominer, on peut pas gagner.
Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le vrai problème des Russes. Aujourd'hui, ils sont sur un truc parfaitement terrestre, ils sont à Bakhmout, etc. Mais ils ne peuvent pas utiliser leur aviation d'appui, par exemple, parce qu'elle se ferait détruire quasiment instantanément. Il y a un cas particulier quand même dont je voudrais qu'on parle, c'est la centrale de Zaporizhzhia. On la voit en bas à droite de la carte, c'est au sud-est du pays. C'est une centrale nucléaire qui est occupée par les Russes, qui en réalité n'est plus dans une situation de production d'électricité depuis un moment déjà. En fait, elle est raccordée au réseau en temps normal pour permettre la sécurité du complexe, pour assurer la bonne température pour les réacteurs en particulier. Et là, ce matin, c'est le régulateur ukrainien qui s'exprime en disant « Attention, il y a un risque d'accident puisque la centrale n'est plus raccordée au réseau, elle n'est plus alimentée. Alors certes, il y a des générateurs diesel de secours qui ont été enclenchés pour assurer l'alimentation minimale de la centrale. Ça permet de tenir 10 jours, dit le régulateur ukrainien. En clair, si dans 10 jours, la situation n'est pas revenue à la normale, la centrale ne sera plus dans des conditions optimales de sécurité. De votre point de vue, quand les Ukrainiens disent ça, c'est pour nous faire peur, pour pointer aussi la responsabilité des Russes et leur lancer un avertissement. Attention à ne pas faire n'importe quoi parce que vos frappes peuvent aussi avoir des conséquences pour nous tous. Parce que bien sûr, un accident nucléaire n'aurait pas des conséquences que locales. Bien évidemment, les Ukrainiens sont parfaitement compétents et doués, si vous voulez, en termes de communication. Entre le chef de l'État jusqu'au niveau le plus bas, ils sont extrêmement bons. Il y a très peu d'images, elles sont contrôlées. Il y a vraiment des éléments de langage, etc. Donc c'est très bien cadré quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, Zaporizhzhia, c'est un vrai sujet. C'est une énorme centrale, mais qu'on ne peut pas se permettre le moindre écart. Donc, bien évidemment, les Ukrainiens vont profiter en termes de communication pour quelque part déstabiliser, si c'est possible avec Poutine, mais encore une fois, c'est possible. Il va y avoir une espèce de pression internationale, d'autant que vous avez vu que le patron des Nations Unies va à Kiev dans les semaines qui viennent. Oui. Donc on voit qu'il y a une agitation diplomatique qui fait que cette affaire nucléaire est un élément essentiel dans les discussions, dans la pression qui est exercée. Et de toute façon, les Russes ne pourraient pas se permettre aujourd'hui, si vous voulez, un accident nucléaire. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc encore une fois, c'est une animation de paysage et je pense que les Ukrainiens le font très très bien. Ceci étant dit, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, les Russes ne tirent pas sur les centrales autour de Zaporizhzhia. Simplement, c'est un problème de sécurité pour qu'elles puissent être refroidies, comme on dit. On disait à l'instant, les Russes ont des munitions qu'ils produisent, certainement, ont des stocks, et puis il y a effectivement les tierces parties, ceux qui peuvent les aider. Vous y faisiez allusion à l'instant. Les Ukrainiens, là, pendant que l'on est en train de s'entretenir, disent avoir abattu 4 drones de fabrication iranienne, les fameux Shahed, dont on a souvent parlé, sur 8 qui ont été lancés. Est-ce qu'on arrive à avoir une idée claire aujourd'hui, colonel, sur qui fournit encore de l'armement à la Russie? Les Iraniens, la Corée du Nord, bien sûr, les Chinois, il y a ce point d'interrogation. Est-ce là de l'ordre de la réalité ou du fantasme? Ah non, c'est une réalité absolument totale. Aujourd'hui, je pense que en tout cas, les Russes cette année ont eu un énorme problème, si vous voulez, de compréhension de l'environnement. Ils ont clairement cru l'année dernière que ça allait se faire facilement. Guerre d'anéantissement, on arrive à Kiev, tout va bien. Ça n'a pas marché. Donc ils se sont remis sur un autre modèle. Et là, c'est un modèle qui est industrie d'armement, effectif, les fronts durs, des milliers de blessés et de morts, etc. Donc on est sur un autre sujet. Très concrètement, si vous voulez, la force de la Russie, c'est quoi aujourd'hui? C'est cette triple profondeur stratégique. La première, elle est humaine, parce que même si, encore une fois, c'est une population qui peut être réfractaire à la guerre, mais c'est comme 140 millions d'habitants, c'est énorme, enfin, c'est beaucoup par rapport à l'Ukraine. Le deuxième point, c'est la profondeur géographique, qui est fondamentale. Et leur histoire, si vous voulez, elle est construite autour de cette profondeur stratégique. Et la troisième, c'est industriel, et à double niveau. Premier niveau en Russie, où ils ont une vraie capacité industrielle, encore une fois, peut-être avec des difficultés compte tenu de l'embargo, mais derrière, ils ont quand même un arrière-pays chinois qui, bien évidemment, ils vont pas se gêner. Je veux dire que dans une espèce de connivence globale du contrôle futur de ce que peut être une unipolarité quelque part, vous voyez, une espèce de baisse progressive de l'influence américaine qu'on a vu au départ de l'Afghanistan en août 2021, on a senti une faiblesse américaine, l'arrivée de Biden, etc. Alors encore, ils se sont ressaisis. Mais quelque part, on voit bien que les Chinois profitent de l'occasion, essayent de monter. Et bien évidemment, de façon, je dirais, totalement logique, quelque part, si vous voulez, la relation entre la Russie et la Chine existe. Même si on voit que Xi Jinping, le président chinois, veille ou en tout cas admoneste, entre guillemets, régulièrement Poutine, en disant, tu peux faire juste ton front avec tes 1000 km de front en Ukraine, par contre, tu ne parles pas de nucléaire. Et on voit bien que le discours nucléaire a baissé de façon extrêmement incroyable depuis déjà plusieurs semaines.
Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, et vous le disiez à l'instant, il n'y a pour autant pas d'avancée des Russes. Bakhmout, c'est des mois de combat, et toujours rien ou presque. Wagner a revendiqué la prise de la partie est de la ville. Alors on avait tout de même hier le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui disait que la ville de Bakhmout pourrait tomber dans les prochains jours. Il faut préciser que c'est une chute qu'on a souvent annoncée et qui ne s'est toujours pas produite malgré des combats acharnés. Hier également, c'est la directrice du renseignement américain qui, au Sénat américain, expliquait qu'elle ne voyait pas de gains territoriaux majeurs en Ukraine pour la Russie cette année. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que les Russes vont rester embourbés et même en prenant Bakhmout en difficulté? Alors c'est très difficile à dire aujourd'hui parce qu'on connaît pas les buts de guerre des uns et des autres. En tout cas pas des Russes, on ne l'a jamais su d'ailleurs au passage. Deuxième point, c'est que je pense, vous savez, la guerre, c'est quelque chose on dit l'art de la guerre en fait. Donc il y a des planifications, des choses qui se préparent, etc. Mais quelque part il y a une réalité du terrain. Et aujourd'hui c'est une guerre qui est difficile. C'est 14-18, c'est les combats de la Somme en 1917. Vous avez deux fronts, c'est quelque part. Bakhmout, à mon avis, n'a aucune espèce d'importance, sauf symboliquement. Symboliquement, si Bakhmout est cédé aux Russes, ça peut poser problème, si vous voulez, aux Ukrainiens qui déjà à Mariupol avaient fait une espèce de molle de résistance, mais globalement, si vous voulez, si le front s'ouvre à Bakhmout, c'est évident qu'il n'y aura pas de percée majestueuse en direction de Kramatorsk, c'est quasiment impossible à court terme. Malgré la mise en garde de Volodymyr Zelensky, qui lui-même, chez nos confrères de CNN, il y a quelques heures, disait si les Russes s'emparent de Bakhmout, alors ils pourraient aller plus loin. Il emploie le conditionnel, en effet. Il dit qu'ils pourraient aller à Kramatorsk, qu'ils pourraient aller à Sloviansk, par exemple. Faut rappeler que ce sont des villes qui sont à quelques kilomètres seulement à l'ouest de Bakhmout et qui sont accessibles par un réseau routier. Mais vous n'y croyez pas, ça vous paraît? Il n'y a pas d'automatisme. Déjà, ils ont mis en gros 7 ou 8 mois pour prendre Bakhmout qu'ils n'ont toujours pas pris. Ils vont pas mettre 3 jours pour atteindre les 100 km ou les 200 km qui pourront aller à Kramatorsk. Ça, c'est un point qui est totalement central. Deux, il n'est pas impensable que cette information qui vient des États-Unis soit juste, parce que en même temps, je veux dire, on peut concevoir que les Russes se satisfassent quelque part, si vous voulez, des gains qu'ils ont acquis aujourd'hui, et que le prix à payer devient trop lourd, et que quelque part, si vous voulez, les Russes, si vous voulez, se contenteraient. Le problème, c'est que les Ukrainiens... Effectivement, les Américains, je précise la citation, parce que vous y faites allusion, ils pensent qu'ils peuvent se reconcentrer sur des objectifs militaires dits plus modestes. Alors, on comprend en creux rester dans l'est de l'Ukraine et ne plus chercher à progresser en réalité. Oui, il s'arrêterait. En fait, l'offensive s'arrêterait. En fait, le problème, ils ont beaucoup appris, les Russes. C'est qu'en fait, ils ont compris que les Ukrainiens les attendaient. Et les Ukrainiens ont procédé avec des techniques extrêmement élaborées, avec ce qu'on appelle une guerre dans la profondeur, avec des molles défensifs qu'ils ont mis à gauche à droite. C'est une technique américaine qui s'appelle le ROC, le Resistance Concept Operation, le Resistance Operating Concept, donc le concept de résistance, et qui est vraiment une façon de laisser rentrer votre adversaire et de le détruire progressivement, de le dissoudre quelque part. Et ça, les Russes ont compris que c'était vraiment lourd. Vous vous rendez compte ? Ils sont quand même tombés dans le piège à Bakhmout parce qu'ils ont mis beaucoup d'hommes et ils ont perdu beaucoup d'hommes et aussi beaucoup de munitions. C'est 14-18. Avec très peu de gains. Parce que les Ukrainiens ont deux lignes. Ils ont une ligne de front, à Bakhmout, etc. Et puis ils ont une ligne dans la profondeur. Aujourd'hui, tout est organisé. Par contre, cette espèce d'immobilisme, de cristallisation du front, fait qu'aujourd'hui, ça interdit globalement, si vous voulez, le renforcement ou cette espèce de grande contre-offensive ukrainienne qui est attendue. Parce qu'aujourd'hui, les Russes... Elle est attendue et vous y croyez. Vous voyez des capacités ukrainiennes à mener cette contre-offensive. On a compris qu'ils attendaient les armements occidentaux. Je ne crois pas du tout à court terme, en tout cas, ils n'ont pas ni les moyens, etc. Et puis deux, les Russes, parce que l'intérêt de Bakhmout et l'intérêt de ce front qui est figé, c'est que ça interdit aujourd'hui aux Ukrainiens de faire autre chose que de défendre cette ligne. Et donc ils ne peuvent pas bouger. Donc il y a une espèce d'immobilisation. Vous savez, on est en 1917, là. Quelque part, pourquoi le front a bougé en 1917 ? Parce qu'on a ramené quelque chose que personne n'avait, qui était le char. Et l'arrivée du blindé, si vous voulez, a fait que ça a transformé les rapports de force, et là on a pu percer. Autrement, on va avoir une espèce de guerre. Alors qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui ? On attend également le char, on attend les avions réclamés par Volodymyr Zelensky et que les Occidentaux n'ont toujours pas donné. Quel serait l'élément qui ferait la bascule à vos yeux ? C'est très difficile à dire. À mon avis, vous savez, la guerre, c'est... Faut le trouver encore. Les trois principes de la guerre, c'est toujours la même chose. C'est l'économie des moyens, et c'est pour ça que moi j'engage les Ukrainiens à lâcher Bakhmout, parce que perdre des hommes inutilement pour un endroit qui n'en vaut pas le coup, à part symboliquement, ça n'a pas d'intérêt. Deuxième point, la concentration des forces, être capable de concentrer, et les Ukrainiens gagneront s'ils sont concentrés avec des objectifs, je dirais, clairs, identifiés, ce qu'on appelle un effet majeur. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle la liberté d'action. Il faut attaquer au bon
bon moment. C'est pour ça qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et encore une fois, les Ukrainiens ne sont pas mauvais. Parce qu'ils laissent planer le doute d'une grande offensive qui peut également inquiéter les Russes. Parce que si les Ukrainiens percent, le front sera totalement déstabilisé. Et pour les Russes, ce sera un vrai et grand problème. Un dernier mot pour conclure, Pierre de Jong. On peut peut-être ajouter à votre liste la dimension temporelle. Les Américains disent aussi, Vladimir Poutine pourrait choisir de considérer que prolonger la guerre, c'est la meilleure option en réalité. Même si ça prend des années, même si le conflit est gelé, même s'il fait des gains microscopiques, parce qu'en réalité, il n'a pas les moyens de la gagner tout de suite. Et donc il pourrait se dire, je la gagnerai peut-être demain. Oui, le temps joue très concrètement pour Poutine. Absolument. Et grâce, encore une fois, à cette profondeur stratégique que j'évoquais tout à l'heure, et grâce à ça, si vous voulez, il peut tenir. Et c'est l'histoire de la Russie. De toute façon, c'est l'histoire de la Russie. Et encore une fois, l'ancrage intellectuel, l'ancrage tactique et stratégique russe plonge dans leur histoire. Et donc, on ne peut pas analyser ou comprendre les mécaniques russes si on ne comprend pas, si vous voulez, cette logique profonde, intellectuelle, qui fait que cette profondeur les favorise durablement. Mais les Ukrainiens en ont également une, parce que c'est nous, les Européens, qui sommes, nous, la profondeur stratégique des Ukrainiens. Donc c'est un problème. Et là, nous, on se retrouve, nous, engagés dans un conflit dans lequel on ne veut pas rentrer. Avec une inquiétude de l'OTAN sur notre capacité à livrer des munitions, mais aussi ces ministres de la Défense qui se sont réunis hier pour en parler, pour engager un nouveau plan d'aide et de livraison à l'Ukraine. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Pierre de Jong.